Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer comment Sacha est passé de freelance à studio, ce qui a réellement fait la différence aujourd'hui sur un marché compliqué et concurrentiel, et surtout ce qu'un freelance peut en tirer. Merci Sacha, à toi d'être présent. Est-ce que tu veux te présenter? Eh ben, merci beaucoup à toi, Bastien, pour l'invitation. Donc ouais, Sacha Vedzikian, moi j'ai 31 ans. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du design. Je suis passé par plein de phases, du design web, du product, du print et beaucoup d'autres compétences que j'ai dû développer sur un marché qui ne savait pas exactement ce qu'était le design, on va dire, dans les années 2010-2015. Je me suis lancé sur un diplôme infographiste multimédia en 2015 que j'ai complètement loupé sur ma première tentative. Ok. Donc c'est assez sympa pour quelqu'un aujourd'hui qui prétend à faire quand même 5 chiffres de CA, ce qui n'est pas négligeable et quelque chose que j'aurais jamais imaginé il y a quelques temps. Mais effectivement, j'ai loupé mon premier module HTML CSS pour ceux qui connaissent sur uniquement de l'intégration de code sur une maquette que j'avais réalisée sur Photoshop à l'époque. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû repasser mon diplôme. J'ai été le seul dans ma classe, du coup, à louper cet élément-là. Et quelques mois après, j'ai pu enfin concrétiser mon équivalent Bac+2 et donc me lancer sur le marché du design. Alors, au début, j'ai commencé sur des choses qui étaient assez sympas, c'est-à-dire que j'ai bossé dans des startups sans compter les heures. Là, on commençait généralement entre 8h et 9h et on terminait à 20h, 21h. Donc j'ai bossé en recherche, en microfluidique. Je ne sais pas si ça parle à certains. J'ai aussi fait de l'accompagnement pour des restaurateurs, des hôtels et des bars sur Paris. Donc réalisation de sites vitrines pour justement des restaurateurs. J'ai bossé aussi dans le secteur de la coiffure, sur un T'étais, e-commerce. t'étais déjà freelance à ce moment-là ou tu travaillais en Non, ça salariat c'est. dans une Alors, agence? non, là j'étais vraiment en CDI. Donc les premiers pas avant de se lancer freelance, on démarre par trouver de la stabilité. Donc moi ce que je voulais absolument c'était un CDI à l'époque parce que je voulais acheter mon premier appartement. Donc j'acceptais un petit peu tout ce qui arrivait. Généralement les périodes d'essai n'étaient jamais concluantes. J'ai eu plein de sujets sur des CDD avec des CDI déguisés, etc. Je me suis vraiment lancé en freelance il y a 2 ans suite à de multiples expériences que j'ai trouvées à la fois enrichissante et de l'autre côté un peu dégoûtante. Hmm. Donc j'ai voulu me lancer en freelance en 2023 suite à une assez grosse période dans un cabinet de conseil parisien avec qui j'ai pu travailler sur de très gros sujets. Mais j'avais fait 10 ans d'emploi, on va dire. Il faut absolument que je me lance en tant que freelance, en tant qu'indépendant et Mhm. que vraiment je me retrouve vraiment face au marché, face aux clients et que je développe un petit peu plus mes compétences. Parce que évidemment, quand on passe freelance, on développe plein d'autres sujets. Négociation, prospection, comment se vendre, l'identité de marque, créer un site internet, les statuts, le juridique, la comptabilité, enfin bref, il y a tellement de sujets Ouais, c'est que du sûr coup, que on se forme à plein de choses. vraiment Ouais, pas c'est ça. évident, faut tout apprendre. Il y a pas mal de gens qui réalisent pas que c'est autant aussi complexe, c'est comment dire que c'est. C'est l'identité qu'on se crée, c'est-à-dire des obligations juridiques. D'un côté, on est totalement libre, on fait ce qu'on se réveille à l'heure qu'on veut. Mais de l'autre côté, il faut pouvoir faire face à ses propres responsabilités. Hmm. On va dire que la fin d'année 2023 était un peu complexe. J'ai dû réaliser 500 euros de chiffre d'affaires sur les 3 derniers mois. Donc, très compliqué. Et puis derrière, il faut déclarer à l'URSSAF, payer ses impôts, si on en a. Et c'est un peu compliqué. Ok, donc le début, Ouais. ensuite, tu as eu un sorte de déclic où tu t'es dit, ok, j'ai combien de kills, enfin, de kills, t'as 100 euros. Et en fait, je me suis lancé fin 2023, en octobre. Ok, Et donc, à ce moment-là, je voyageais beaucoup. Donc, j'ai pas réalisé énormément de CA. J'étais pas forcément au clair sur mon positionnement. J'avais juste que je voulais faire du design, je voulais faire que ça. Et je me suis dit, allez, lance-toi sur LinkedIn, essaye de trouver des clients, parce que c'est peut-être là où tu vas trouver le plus de clients. Donc j'ai eu un 2023 exactement ce que faire. Je ok, savais pas aller à la et je réfléchis pas. Le problème, c'est que effectivement, moi, je suis quelqu'un qui passe de nature à la facilement, sans réfléchir. Et à un moment donné, quand tu te retrouves face à ta propre réalité, tu te dis, ok, maintenant, il faut réfléchir à si je veux cibler, ouais, pourquoi, est-ce que je suis aligné avec ce que je vais proposer, est-ce que je suis aligné avec mes prix, est-ce que je comprends ce que je veux vendre, est-ce que j'ai des process, quelle est ma méthode de livrable, bref, c'est logique qu'un free reste position sur aujourd'hui, c'est quoi la raison principale qui t'a passé en freelance? Est-ce que c'est pour la liberté, l'organisation, le fait de travailler pour toi? Et ensuite, est-ce que tu peux expliquer aujourd'hui à quel niveau tu es, l'après, quel chiffre d'affaires tu réalises aujourd'hui, etc.
Ouais, totalement. Moi, je me suis lancé uniquement pour la liberté géographique, la liberté dite financière, mais évidemment, quand on se lance et qu'on ne connaît pas le secteur, bah, on ne peut pas toucher tout de suite la liberté financière. Géographique, oui, si on a de l'argent de côté. C'est ça l'objectif. Comme je te le disais, j'ai tellement fait le tour de tous les secteurs d'activité et toutes les formes CDD, CDI, associations, start-up et cabinets de conseil, même en interne dans des gros groupes. Donc, je connais un petit peu toutes les positions qu'un designer, web designer, UX designer, peu importe le nom, peut avoir, parce que c'est un peu mon métier. Et je me suis lancé effectivement pour me challenger, pour me retrouver face à moi-même et me dire, OK, maintenant, comment je peux m'en sortir? Et je pensais être capable de m'en sortir sur les débuts. Ça a été un peu compliqué, mais on est en 2025, fin 2025. La veille de Noël, et je crois que je suis le plus beau cadeau que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est de m'être lancé il y a 2 ans, quoi. Ok. Est-ce que tu peux expliquer aujourd'hui, après 2 ans freelance play, où t'en es, les d'affaires réalisé? Donc début 2024, je me suis lancé sur LinkedIn. J'ai commencé par vendre sur de la refonte de profil LinkedIn. Donc j'ai fait à peu près 3 mois là-dessus où j'ai réalisé 500 euros, 800 euros, 200 euros. Enfin voilà, toujours des chiffres en dessous, pardon, excuse-moi, en dessous de 1000 euros, sur lequel j'ai pu monter à peu près à 2000, 3000 euros de chiffre d'affaires sur on va dire le premier semestre. Et j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je vende des services plus chers, avec de valeur perçue, plus de résultats. Donc là, je me suis dit, OK, je vais me lancer à 100% sur une activité un peu plus complète. Et je savais design site, je me suis dit, allez, site internet. Et j'ai pu faire une année 2024 à environ 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ah, c'est plutôt beau quand même. Donc ta première année complète, t'as fait 54 CA, quoi. C'est ça. Donc, on va dire que j'ai navigué entre janvier et juin sur un chiffre moyen de 2 à 4 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Donc, j'ai commencé à vendre un peu de sites web, de refonte de pages en e-commerce, notamment les pages produits ou pages d'accueil. J'ai vendu aussi quelques logos. Enfin, je pense que sur les débuts d'un freelanceur, généralement, on accepte un petit peu tout ce qui vient, en pensant que c'est important de répondre en tout cas au marché. Le problème, c'est qu'on n'est pas spécialisé du tout et qu'on ne devient pas une référence dans sa niche, dans son positionnement. Et on va dire que le deuxième semestre, j'ai commencé à un peu plus me spécialiser. Je me suis dit, OK, il faut que je commence à vendre des choses un peu plus, on va dire, alignées avec ce que j'ai envie de vendre. Donc, j'ai commencé à vendre de la landing page et du site vitrine. J'ai un Ok. peu arrêté le e-commerce. Les landing pages, pourquoi? Parce que c'était la mode, les fameux SaaS makers. J'ai commencé à prendre la compétence de Webflow et Framer pour apprendre justement et le design et l'intégration. Donc, j'ai vendais des landing pages. J'ai commencé à 900 euros. Je suis monté progressivement face aux concurrents, 1200 euros, 1500 euros, 1900 euros. Je crois que la LP que j'ai vendue le plus cher était à 2500 euros, dans lequel j'ai intégré plein de choses, hein, copywriting, stratégie UX, architecture, frame, maquette et intégration avec le suivi. Le problème, c'est que on vend ça, on pense assez cher, mais c'est pas forcément cher pour la valeur qu'on apporte. Et j'ai commencé à augmenter mes prix un petit peu trop rapidement sur la fin d'année 2024, donc il y a pile poil un an, et je me suis un peu cramé les ailes. Ok. Donc on va dire que la qualité n'était plus forcément au rendez-vous, parce qu'à force de se spécialiser, on obtient de plus en plus de demandes. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu délaissé la qualité par rapport au prix que je vendais. Donc, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je switch en mode agence. Donc, je me suis dit, je vais déléguer. Et j'ai commencé du coup 2025, donc cette année, avec une petite équipe, on va dire. Et j'ai cherché justement des prestataires, soit des designers, soit des intégrateurs. Et donc là, voilà, il s'est passé plein de choses sur 2025. Ok. Donc tu as réussi à te structurer, tu as augmenté tes prix, tu as aussi développé tes compétences avec Webflow Framer pour C'est monter ça. en gamme, passer au niveau d'après. Ouais. Et c'est ce qui fait que tu as pu travailler sur des plus gros projets et ensuite passer en sorte d'agence, on peut dire ça. Tu Ouais. travailles avec des freelances et maintenant tu délègues quelques projets, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai eu justement cette phase de réflexion à me dire est-ce que je reste un freelance expert sur un domaine, référent sur un sujet. Le problème, c'est que j'aime un petit peu tout faire dû à mon expérience, presque 10 ans à faire du web, du print, du product, donc des SaaS, des applications mobiles, du e-commerce, du packaging, enfin bref,
tellement de tout que le design, moi, de façon globale, me plaît. Donc, évidemment, j'ai tenté le format design par abonnement. J'en ai pas parlé, mais en 2024, c'était un peu la mode aux US. Donc, je me suis dit, allez, entre 1500 et 2500 euros mensuels, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Donc, j'ai réussi quand même à obtenir 2, 3 clients simultanés. Je crois que ça a été épique. Le problème, c'est que seul face à on va dire, aucun process, bah, c'est très compliqué. Parce Ouais. que le design par abonnement égale bah, révision illimitée, sujet illimité, disponibilité illimitée. Et donc, ce qui s'est passé, évidemment, c'est que bah, la qualité, encore une fois, n'était pas au rendez-vous. Donc, voilà, cette réflexion de structurer une petite équipe, c'était ultra important pour moi. J'aime travailler en collectif, j'aime travailler en équipe. Et le souci, c'est que bah, quand on sait déjà pas se gérer soi-même, on sait vendre de la presta, on sait faire du design, c'est bien. Mais rendre un livrable en temps voulu pour pas décevoir le client, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Je suis quelqu'un de pas organisé de base. Donc D'accord. déjà, c'était un peu compliqué. Ouais. Ok, ok, ok. Et donc, ça a été quoi le déclic où tu t'es dit, OK, il faut que je passe en agence? Est-ce que tu as atteint un certain, je sais pas, palier de chiffre d'affaires en freelance? Tu as eu trop de clients? T'es arrivé à quel plafond exactement? Je crois que j'avais atteint les 8 000 euros de chiffre d'affaires. Je crois que ça a été mon plus gros pic en décembre ou novembre 2024. Et c'était pas tant le chiffre d'affaires qui m'a fait prendre conscience de ce truc-là, c'est plutôt de me dire j'ai pas assez de temps et j'ai trop de projets différents. Donc le problème, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'en tant que freelance, on accepte des missions pas très élevées et d'autres qui sont un peu plus élevées. Donc on comprend petit à petit sa valeur. Donc on augmente voilà un prix de landing page de 900 à 2500 euros. Le problème, c'est qu'il faut être présent sur tous les niveaux. Et puis derrière, si on a une demande de refonte de page produit sur un e-commerce à 800 euros, et ben on l'accepte aussi parce que c'est du chiffre d'affaires et qu'on a Mm. tellement galéré cette année, surtout en début d'année, qu'on reste avec ce syndrome de il faut absolument signer le maximum de clients, le maximum de chiffres. Et le problème, c'est qu'on est étouffé. Et donc, je faisais des journées, typiquement, où je commençais à 7h30 et je terminais généralement vers 23h, 23h30. Ah oui, J'essayais de pas d'accord. dépasser minuit. Forcément, il y avait des jours où, quand on avait des soucis sur l'intégration, bah, il faut gérer ça soi-même. Et bah, je me suis formé de plus en plus, Webflow, WordPress. Enfin, WordPress, je connaissais déjà, mais voilà, avec tous les bugs qui suivent. Et effectivement, je me suis dit, bah là, c'est pas possible, j'ai pas assez de temps. Ok, je gagne un peu plus d'argent que quand j'étais salarié, mais je suis là pour la liberté. Mm. Donc, mon objectif, c'est aussi la liberté de temps. Donc, il faut que je passe sur la phase de scaling. Mais comment je fais pour scale? Donc, faut déléguer. Il faut déléguer, effectivement. Ça, en vrai, ça m'étonne même pas que c'était autour des 8 000 euros par mois. Parce que j'explique à mes élèves, c'est quand tu es freelance et que tu as beaucoup de projets, tu arrives à un moment donné, et c'est ce que j'appelle le plafond du temps. Et Ouais, souvent, ça se situe entre 7 000 et 10 000 euros par mois. Donc, un freelance qui a beaucoup de projets, il va être capé autour de 7-10 000 parce qu'il va manquer de temps, il aura trop de clients. Et augmenter les prix au-dessus, il faut travailler avec des très très gros clients, faut augmenter ses prix et donc le ciblage est plus compliqué, l'acquisition est beaucoup plus compliquée et tu peux moins travailler avec des entreprises un peu plus basiques. Et donc tu dois passer au c'est niveau ça. supérieur et c'est vers ce palier-là souvent que tu arrives à ta limite. Exactement. Bah, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, le temps, le nombre de projets et donc, effectivement, la qualité des livrables qui pour moi est très important. Ouais, Et donc, je me suis dit, bah, Sacha, il faut recruter. Mais qui? Ça a été ça la question. Qui je ok. recrute? Est-ce que je Ah, recrute c'est un chef de intéressant. projet? Est-ce que je recrute un designer? Est-ce que je recrute un intégrateur? Est-ce que je recrute un copywriter? Est-ce que j'améliore mes services? Donc, je vais chercher du SEO, du branding. Voilà, toutes ces questions, effectivement, c'était du coup début 2025 et pour lesquelles bah, j'ai pris du temps, on va dire, à y répondre. Ok. Moi, de mon côté, j'étais autour des 7 000 euros par mois en ghostwriting, où j'avais deux clients à 2 000, après quelques clients à 1 000 euros par mois. Mais vu que c'est du recurring, tu arrives rapidement à ta limite. Et c'est vers ce niveau-là où j'ai commencé à recruter. Moi, ce que je Ok, conseille souvent aux gens qui sont à ce palier, c'est regardez la tâche qui vous prend le plus de temps. Souvent, c'est de l'exécution pure et dure. Et prenez un expert dessus. Si ok, dans ton cas, imaginons, tu as une agence de design et tu as 50% intégration, 50% design, bah, tu prends deux freelances que tu payes moitié-moitié pour leur travail à chacun, etc. Et du coup, toi, de ton côté, comment tu t'es structuré? Quel choix tu as pu faire quand tu as passé en agence? Ça a été quoi, par exemple, l'une des erreurs qui t'a coûté cher? Est-ce que tu peux raconter un peu ton passage? ouais. Bah, ce qui m'a coûté cher de toute façon, c'est les prestataires, les mauvais prestataires, donc les mauvais recrutements. On n'a pas forcément de guide quand on est freelance et qu'on souhaite se structurer et passer
en société. On sait juste que voilà, il faut recruter des profils, soit pour les actions qu'on ne souhaite pas faire, et donc c'est là l'erreur. Donc typiquement, mon objectif, ça a été de prendre un chef de projet, quelqu'un qui pourrait m'assister sur piloter et échanger avec le client. Le problème, c'est que quand on a un personal branding sur LinkedIn, donc les gens cherchent Sacha Vetzicyan, peu importe s'il est freelance, s'il a une agence ou le nom de l'agence qu'il porte, son objectif, c'est de travailler avec Sacha. Parce que Sacha, on a vu, qu'il avait un positionnement premium sur, je ne sais pas, du site vitrine ou de la landing page. Deux, on lui fait confiance parce qu'on a vu des témoignages clients, on a vu ses posts, on a vu des réalisations qu'il a faites. Donc, on veut rester en contact avec Sacha Vetzicyan de A à Z. Et donc, ma première erreur, effectivement, ça a été de prendre un chef de projet, tout simplement parce que, on va dire, je suis de nature introvertie. Et mon objectif, c'est de me débarrasser de ce côté-là, du côté où il faut échanger avec les clients, où il faut faire des ateliers de co-conception, de création, de faire des rendus, de faire de l'onboarding, de faire peut-être même des rendez-vous de découverte. Et donc, j'ai cherché un peu un chef de projet commercial. Et forcément, quand j'ai vu une fameuse agence de prospection qui gère tout pour vous, donc du setting au closing, je me suis dit, ah bah c'est exactement ça qu'il me faut. Ok. Voilà, ça répondait pas du tout à mon besoin initial. Et le problème, c'est que j'ai passé 3 mois avec cette agence sur lequel j'ai perdu, je dirais pas énormément d'argent, mais pas mal d'argent sur de la prospection LinkedIn et de la prospection mailing. Donc ça a été ma première erreur. Évidemment, j'avais pas d'offre claire, mis à part, on vend des sites vitrines et des landing pages. Ok, mais pour qui? Ok, mais dans quel but? Ok, mais dans quel contexte? Dans quelle problématique? Comment on parle à la cible? J'avais pas de cible particulière, B2B. Est-ce que c'était des agences? Est-ce que c'était des centres de formation? Est-ce que c'était, je sais pas, des coachs, des solopreneurs, des infopreneurs? Enfin bref, il y avait trop le spectre était trop large, donc j'étais pas assez spécialisé. Et donc on a itéré, ça coûte de l'argent. Voilà. Ok. Et tu dirais du coup que la prospection LinkedIn, la prospection par mail, ça fonctionne pas dans ton secteur? Ou au contraire, c'était peut-être plus une erreur de ciblage, de positionnement, d'offre qui n'était pas assez aboutie à ce moment-là? Ouais, non, ça fonctionne. Ça fonctionne, tout dépend de la cible, encore une fois. Si tu es à la recherche d'infopreneurs, de personnes voilà, qui vendent la formation, de l'accompagnement, du coaching, tu peux les trouver sur LinkedIn parce que c'est là où justement ils se positionnent pour vendre leurs prestations. Si tu cherches plutôt un formateur en œnologie, par exemple, là, tu vas pas le trouver sur LinkedIn. Il aura un profil, effectivement, mais si tu le prospectes via LinkedIn, tu n'auras jamais de réponse. Parce que lui, en fait, son objectif, c'est justement sa cible, c'est du B2C, donc il ne sera pas sur LinkedIn. Tu peux le prospecter par mail, mais encore faut-il avoir la bonne approche. Est-ce que tu proposes de l'audit? Mais est-ce qu'un audit, lui, ça l'intéresse? Pas spécialement. Est-ce que ton positionnement d'offre complète, ultra complète à 5 ou 10 000 euros, est-ce que ça intéresse? Est-ce qu'il a ce budget? Donc, il faut se poser toutes ces questions avant de s'attaquer justement à un canal d'acquisition. Et donc, moi, j'ai voulu cumuler les efforts de mon personal brand sur LinkedIn B2B avec peut-être aller chercher de la cible qui était spécialisée en B2C et qui n'était pas du tout sur LinkedIn. Donc, on peut aller scraper du profil, mais si le profil est mort, il ne se passe rien sur LinkedIn. Si Hmm. on veut le contacter sur du mail, il faut se dire, OK, est-ce que c'est pas son assistante qui va répondre? Donc, comment j'attaque l'assistante? Est-ce que je dois pas faire du cold call? Enfin bref, il y a tellement de méthodologies et de processus que avant de trouver la méthode, il faut d'abord se poser les bonnes questions. Il faut d'abord se poser les bonnes questions et surtout faire des tests, parce que c'est en passant à l'action qu'on récolte la donnée. Et tout ça, ça passe par comprendre son avatar client. C'est ça. En fait, il y a une phrase de Jeff Bezos qui m'a marqué, et souvent les entrepreneurs la connaissent, la comprennent pas assez en profondeur. Il avait dit à un moment donné, il faut connaître vos clients mieux que leurs parents. C'est fort. Et c'est fort parce qu'il faut connaître exactement les triggers émotionnels, qu'est-ce qui déclenche le passage à l'action, quels sont les mots ou les propositions de valeur qui intéressent profondément votre client cible. Et d'ailleurs, quand tu as réponse à ces questions, tu as forcément réponse parce que tu sais créer un message irrésistible. Et là, tu te dis, franchement, si je lui dis ça, je lui pose cette question et que je lui propose ça, il n'y a aucune réalité où il peut refuser. Et C'est là, tu vrai. peux engager une discussion et tu as capté son attention et après, tu peux commencer le processus de vente. C'est clair. Et ça intervient, j'ajoute un peu de contexte, ça intervient sur chacune des étapes avec ce prospect. Donc, le prospect qui ne vous connaît pas, évidemment, il va regarder si vous êtes sur LinkedIn, votre profil LinkedIn.
Donc il faut que, évidemment, sur votre bannière, votre titre, votre description, évidemment que les mots utilisés, le jargon utilisé parle directement à votre avatar. Mm. Ensuite, quand il va vouloir peut-être en savoir plus sur vous avant de prendre un appel, bah, il va peut-être découvrir votre site internet, il va découvrir, je ne sais pas, votre formulaire, votre page Calendly. Évidemment, il faut encore être cohérent sur la proposition de valeur. Il faut encore être cohérent sur le jargon utilisé. Donc, il faut avoir sur son site, sur sa landing page, le texte qui soit adapté avec ses pain points, les bénéfices qu'on lui apporte. Est-ce qu'il veut plus de visibilité? Est-ce qu'il veut plus de prospects? Est-ce qu'il veut plus de ventes? Quel est son objectif? Utiliser des cas d'études, donc se crédibiliser, montrer des cas similaires aux siens et évidemment, justement, passer derrière en appel de découverte avec lui et parler encore une fois le même jargon et utiliser ces fameux triggers émotionnels qui lui permettront de se dire en fait, Sacha, c'est la bonne personne et la personne avec qui je veux travailler. C'est Mm. logique. 100%. Et toi, du coup, par rapport au passage de freelance à petite agence, qu'est-ce que tu as changé dans ta manière de vendre, dans ton positionnement? Comment tu as rendu ton offre plus premium? Qu'est-ce que t'as changé? Alors, il s'est passé plein de choses. Déjà, j'ai lancé mon site web début d'année. Et ce qui est assez marrant, c'est que je ne l'ai pas réalisé moi-même. Pourquoi? Parce que j'avais un site perso, sachavetzican.fr, que j'ai complètement délaissé quand je suis passé en mode agence. Donc, mon agence qui s'est appelée Le Studio. Voilà, je voulais un mot assez simple, assez direct et qui parle à tout le monde. Et évidemment, quand on veut créer son propre site d'agence, eh ben, on procrastine énormément. Pourquoi? Parce que on a envie que les choses soient extrêmement bien faites. C'est un peu marrant pour un web designer de formation de déléguer ça à un prestataire, mais ça a été un peu ma technique pour trouver le bon prestataire. Donc j'ai fait une sorte d'appel d'offres sur LinkedIn en disant bah voilà, je cherche quelqu'un qui fait exactement la même chose que moi, qui est meilleur que moi pour réaliser mon site internet. Et donc le studiodesign.fr aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui l'a réalisé. Et c'est un prestataire, du coup, avec qui j'ai bossé. Donc, Incroyable. c'est comme ça que j'ai trouvé mon prestataire. Ce Mm. prestataire, il était ultra complet et il répondait justement à tous les besoins, tous les critères. Donc, il faisait et du design, et du copywriting, et de l'intégration. Donc, ça, c'était jackpot. Le souci, c'est que c'était assez cher parce il était en train de justement de rendre son positionnement freelance un peu plus premium. Et donc, mes marges n'étaient pas assez importantes. Donc, ce que j'ai fait pour rendre mon service encore plus premium, c'est que je me suis encore plus spécialisé et j'ai arrêté de vendre et de la landing page et du site vitrine et du e-commerce et peut-être tous les services additionnels. Et je me suis spécialisé vraiment en site vitrine. Je me suis dit, OK, on va vendre des sites vitrines à des agences B2B et on va augmenter évidemment les prix. Donc, pour augmenter les prix, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les prix du site internet Mhm. et les prix aujourd'hui, je les ai en tête, je les ai sur un Notion, mais je les communique jamais auprès de mes prospects. C'est-à-dire qu'un prospect qui peut-être est sur une phase de croissance a un peu moins de budget je sais pas, une agence qui est clairement établie et qui souhaite vraiment refondre l'entièreté de son parcours client et voilà, n'a pas le même budget. Donc on peut vendre un site vitrine aujourd'hui chez le studio à 4 000 euros qui comprend design, copywriting et intégration. On garde le même process pour tous les clients, simplement on ajoute soit de la révision limitée, soit du SEO, soit du branding, soit des ateliers de co-conception avec le client s'il a du temps. Et ça nous permet justement d'augmenter notre panier. Et on peut monter à 7, 8, 10 euros sur un deal qui va mettre un peu plus de gestionnaire. Ça, Et donc c'est. ça s'est fait, on va dire, début milieu 2000. Oui. Ah, donc c'est un où tu passes un peu structuré, quoi. C'est ça, Ok. totalement. Bah, franchement, bien joué parce que, en vrai, ton évolution est plutôt très belle. Tu as évolué assez rapidement. Et je connais des freelances, ça fait des années qu'ils vendent des sites et ils n'ont pas eu une croissance aussi rapide et fluide que toi. Donc, franchement, bien joué. Et il y a un point sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est sur le fait d'afficher ses prix. Parce que j'avais un élève qui fait du Webflow et je lui disais que c'était une Ok. mauvaise idée d'afficher ses prix, il ne me croyait pas. Du coup, je lui ai expliqué par A plus B que quand tu affiches tes prix, que ce soit sur ton ligne ou sur tu réponds à un besoin réel de ton client. En fait, tu réponds à un besoin généraliste. Et tu ne peux pas personnaliser ton offre. Et notamment, en phase de vente, tu ne peux pas répondre aux interrogations ou aux objections de ton prospect. Parce que ton prospect, il va voir ton prix et il va se dire, OK, c'est trop cher et peut-être qu'il va pas prendre d'appel. Non, simplement en faisant un bon diagnostic, le prix serait peut-être un peu moins cher et tu aurais pu le rassurer, répondre à ses questions et là, tu aurais signé. Parce que tu aurais le prospect en face de toi et tu aurais pu répondre à son besoin émotionnel.
C'est clair. Une cognitif aussi d'afficher le prix. Généralement, on va l'afficher tout en haut de sortie price. Et le souci, c'est que on va voir des offres avec des noms premium, star, qu'on veut. Le prix est compris. Et ensuite, on voit les fonctionnalités, on voit les bénéfices. Le problème, c'est que une fois qu'on a vu le prix, on regarde les bénéfices. L'objectif, c'est d'abord regarder si ça répond d'abord aux besoins, de prendre un appel, de comprendre plus en détail ce que le prestataire va nous proposer, voir si ça fit, et de créer un lien émotionnel avec lui, et Mm. ensuite de lui parler du prix. Et ce que même je recommande, c'est de même sur la découverte, de dire, ok, c'est que j'ai bien compris ton besoin, et je vais te faire une proposition commerciale, donc pas juste un devis, c'est une proposition commerciale sur lequel on se recale un rendez-vous dans 2, 3 jours, et je te la présente. Mm. Et là, Tu en fait, en sais que valeur c'est perçue, on est adapté plus à plus. lui. Exactement. Et évidemment, ce qu'il faut poser comme question au prospect avant de raccrocher, c'est la fameuse question, quel est aujourd'hui votre budget pour la refonte et le besoin que vous m'avez mentionné juste avant? Ouais. Comme ça, on peut affiner la fourchette de prix par rapport à son budget. Si on est sur un prestataire, pardon, pas un prestataire, un prospect, pardon, qui a un budget entre 2 et 4 000 euros, eh ben, on va justement lui proposer quelque chose autour de ce prix-là. Ça ne veut pas dire qu'on va proposer notre prestation à un prix réduit, mais c'est tout simplement qu'on va réduire pas la qualité, mais peut-être le nombre de services dans le prix pour justement l'adapter aux besoins du client. Mm. Et ça, c'est ultra important parce qu'aujourd'hui, moi, je vendais en tout cas en 2024 des sites all-inclusive, ce qu'on veut, à 2500 euros. Je trouvais ça cher, sauf que le temps derrière et le retour sur investissement en termes de temps et d'énergie, il n'était pas bon du tout. Donc, j'étais pas en phase de scaling. Et je suis tombé sur des prospects, justement, à partir du moment où j'ai enlevé mes prix sur mon site, qui avaient des enveloppes entre 5 et 8 000 euros. Et tu te dis, putain, heureusement que j'ai enlevé ces prix à 2 500 euros, parce que ma première grosse vente, c'était début 2025. J'ai pu vendre un site à 5 500 euros. Incroyable. Et si j'avais affiché mes prix, bah lui, il aurait payé 3 000 euros et il aurait été très content, quoi. Ouais. Ou il serait peut-être parti chez une autre personne parce que il se disait que 3000 c'était pas assez par rapport à son besoin et il aurait C'est pas aussi notre ça. expérience, quoi. Le Ok. prix aussi, peut-être, peut être reflet d'une certaine valeur perçue. Et typiquement, les grosses agences en France ou à l'international, un site à 4 ou 5 000 euros, de base, ça veut dire que le positionnement n'est pas assez premium, n'est pas assez élevé, et donc c'est contraignant. Donc vraiment, il faut se positionner de façon très premium si c'est notre cible, et derrière, ajuster le prix évidemment par rapport au prospect. Ouais. Et je vais aussi peut-être t'apprendre un truc sur le budget, mais c'est hyper intéressant et ça vient de la qualité des leads. Quand tu poses la question en appel, quel est votre budget? Tu as des prospects qui vont te répondre avec une tranche et tu as un type de prospect qui vont te dire je sais pas, j'ai pas d'idée. Et souvent, ceux qui disent je sais pas, j'ai pas d'idée, ça vient du fait que c'est des prospects que tu as contactés par toi-même ou c'est des prospects avec de la curiosité. Donc c'est des prospects plus froids. Et Ouais, ça dépend beaucoup de votre méthode d'acquisition. Si vous avez beaucoup de recommandations, de bouche-oreille ou même d'inbound, c'est le prospect qui initie l'action et naturellement, il a déjà un besoin, il veut déjà passer à l'action et le plus souvent, il a déjà un budget en tête. Mais quand vous faites de la prospection par mail, de la prospection sur LinkedIn, de la prospection par des événements, peu importe, c'est vous qui allez chercher le prospect. Et dans cette situation-là, il y a très peu de chances que le prospect ait déjà réfléchi à quel budget il veut allouer à sa prestation. totalement. Très, très intéressant. Ouais. Effectivement, le côté psychologique là que t'amènes, c'est un très bon point. Évidemment, on aura toujours le prospect qui est un peu curieux, qui veut voilà, comparer plusieurs freelances, plusieurs agences, et qui du coup va poser la question très rapidement du prix. Il faut jamais répondre. Tout Ouais. dépend de ce que tu souhaites. Je vais pas forcément faire la métaphore avec quelle voiture vous voulez. Est-ce que c'est plutôt une Punto ou une Ferrari? Quel service vous voulez dedans? Enfin bref, on la connaît, mais dans l'idée, c'est vraiment de se dire de quoi avez-vous besoin? Est-ce que c'est uniquement du design? Est-ce que c'est du design plus du copywriting? Est-ce que c'est du design du copy plus de l'intégration? Est-ce que vous avez peut-être un intégrateur en interne? Est-ce que vous pouvez gérer le copywriting? Est-ce que toute la partie benchmark, vous pouvez déjà la pré-mâcher et me partager déjà tous vos concurrents, comme ça on gagne du temps sur cette partie-là. Enfin bref, il y a toutes ces choses qu'il faut réussir à négocier quand le prospect, par exemple, n'a pas de prix. Vous annoncez, je ne sais pas, sur une proposition commerciale à un prix qui est entre 5 et 7 000 euros parce que c'était le budget du prospect. Il vous dit, OK, on va partir sur 5 000. Il ne faut pas juste dire oui, par exemple. Il faut juste dire oui. En contrepartie, il me faudrait, du coup, soit on enlève des services, soit on va trouver un accord, un arrangement. Soit ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir du témoignage sur LinkedIn
sur le site ou un témoignage vidéo, ou alors vous me faites de la recommandation auprès de vos propres clients, par exemple. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place Mhm. qui sont ultra intéressantes et pas juste d'accepter un prix moindre quand le budget a un peu moins de, enfin quand le prospect pardon a un peu moins de budget. Ouais. Ouais, super intéressant. Et donc aujourd'hui, Sacha, même sur l'année 2024, vu que tu as quand même fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, comment tu as fait pour trouver des clients? Comment tu as fait pour avoir des appels de vente, de découverte? C'est quoi tes canaux d'acquisition? Ouais. Du coup, alors début 2025, donc ça a été un peu l'année charnière. Je me suis lancé sur Malte, sur lequel j'ai suivi une petite formation. J'ai compris que du coup Malte était un canal qui pouvait être très puissant en termes de SEO et en termes de leads automatiques. Donc j'ai pu recevoir pas mal de missions. Aujourd'hui, je suis classé dans le top 3 en design UX UI. Donc quand on tape designer UX ou designer UX UI, je suis dans le top 3. Si tu tapes product designer, je suis dans le top 6 ou top 7, je crois, quelque chose comme ça. Ok, J'ai pu passer Super Malter 1, presque Super Malter 2. Là, je crois qu'il me reste une petite mission. Mais vraiment, Malte m'a apporté pas mal de prospects, beaucoup de prospects non qualifiés, mais quelques prospects quand même qualifiés, sur lesquels j'ai pu vendre des sites, voilà, 4, 5, 6 000 euros facilement. Donc il n'y a pas que des missions low cost sur mhm, Malte. Donc ça a été une très grosse part de mon acquisition, on va dire 30 à 40%. Ensuite, j'ai eu peut-être 20% de recommandations, donc du bouche à oreille. Quand j'ai un client qui est satisfait d'une mission, ce que je vais faire, c'est lui envoyer un petit formulaire, le formulaire d'offboarding, sur lequel je vais évidemment lui demander du témoignage client, mais je vais surtout lui demander s'il ne connaît pas des personnes dans le même cas que lui, avec plus ou moins le même budget que lui, qui seraient intéressées par mes services. Et donc, évidemment, on rétribue financièrement de l'apport d'affaires. ok, Voilà. Donc ça a un peu moins fonctionné que Malte, par exemple, mais j'ai eu quelques clients qui ont parlé de mes services. Alors peut-être pas instantanément, mais au bout de 2-3 mois, généralement, c'est je viens de la part de Intel, j'ai énormément aimé le site internet que tu as réalisé pour eux. Et en fait, j'aimerais avoir un service qui n'a rien à voir, peut-être un site e-commerce ou une landing page ou du mhm, branding. Je voulais savoir si tu en faisais. Il m'a dit que oui. Mais voilà, dans l'idée, quels sont tes prix? Est-ce qu'on peut faire un appel? Voilà. Et donc, ok, généralement, ça close parce qu'il y a de la recommandation, il y a un aspect, un lien émotionnel avec la confiance. confiance. Voilà. Donc, ça marche très bien aussi. Et puis, le dernier, c'est évidemment LinkedIn, sur lequel je me suis lancé du coup depuis fin 2023 et qui a assez bien marché. Généralement, j'ai entre 2 et 4 prospects par mois, parfois certains assez qualifiés, d'autres qui sont juste curieux. Mhm, Mais pour ceux qui sont qualifiés, ils sont extrêmement qualifiés. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'ai travaillé avec un gros cabinet de conseil et d'avocats qui me suivait depuis 6 mois à peu près. Et quand il a pris un appel avec moi, ce qu'il m'a dit, c'est ouais, j'avais interagi avec un de tes posts il y a 6 mois. Je sais pas si tu te rappelles, c'était le post de ça. putain, c'est fou. Et là, j'ai dit ouais, non, je me rappelle pas. J'avoue que quand tu publies 5 fois par semaine durant presque 2 ans, tu te rappelles pas. Et en fait, il m'a dit, bah écoute, je te suis depuis 6 mois, donc voilà. Est-ce que on peut faire un appel? On a fait 2 appels et du coup, ça a été un de mes plus gros tickets. J'ai vendu ce site plus de 10 000 euros. Ah ouais, bah félicitations, c'est Bah, incroyable. merci beaucoup. Ouais, donc ça a été un très gros coup dans le sens où le prospect me fait confiance, m'a fait confiance. Aujourd'hui, voilà, le site est live. C'est un très gros site aussi, hein, plus de 40 pages. Il y avait toute une réflexion stratégique dessus. On a fait énormément de wireframes, d'itérations sur les hero banners. On a fait de l'optimisation SEO. On a fait plein de choses. Et évidemment, c'est un des plus gros projets qu'on a réalisé. Et l'objectif aujourd'hui, bah, c'est pour 2026, c'est de vendre que des sites, voilà, plus de 10 000 euros. Évidemment, ça va pas se faire comme ça, mais voilà. Donc LinkedIn très puissant sur ça. Mhm, Beaucoup moins de prospects, on va dire, en continu. Tout dépend évidemment du contenu que tu proposes. Donc là, j'ai revu aussi ma stratégie pour 2026 pour justement contrôler encore plus ma visibilité et mes calls. ok. Et donc en 2025, sur les 3 derniers mois, tu fais combien de chiffre d'affaires et tu as pu réaliser une année à combien de chiffre d'affaires cette année? Si tu veux le Alors, partager, bien sûr. ouais, bah, je vais parler de l'année complète parce que la fin d'année a été un petit peu plus réduite par rapport au chiffre global, mais j'ai démarré typiquement pour te dire 2025 à 15 000 euros de chiffre d'affaires, Ok, donc un très gros mois. En février, j'ai dû faire à peu près 12 000 et je me suis dit, ok, j'ai passé la barre symbolique des 10K.
Donc forcément, le SMIC LinkedIn, ça fait plaisir à tout le monde. Mais je me suis dit, voilà, on va se structurer, on va continuer sur ces prix-là et sur cette lancée-là. Et j'ai stabilisé plus ou moins entre 8 et 15K mensuels, et ce qui m'a permis d'atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires en décembre. Donc là, je dois être à 100, 104, 105 000 de chiffre d'affaires. Ok. Et donc, Voilà. on va prendre sur 100 000 euros de